Nouveau rendez-vous avec votre émission Le Monde en 7 ce samedi 13 janvier 2018. Bonjour ou bonsoir à vous tous et selon d'où vous nous regardez sur la planète Terre. Nous irons pour cette émission en Tunisie. Le pays connaît une nouvelle grogne sociale 7 ans presque jour pour jour après la révolution. Question simple, la révolution tunisienne a-t-elle été trahie? On ira ensuite au Bénin où le 28 décembre dernier, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté un projet de loi interdisant la grève à certains secteurs d'activité. C'est la fonction publique, il s'agit des agents de la santé, de la sécurité et les magistrats. Est-ce que ce n'est pas un recul démocratique pour ce pays justement considéré comme un modèle de démocratie en Afrique? Et enfin, nous viendrons au Togo où ce samedi 13 janvier, pouvoir et opposition sont à nouveau dans la rue. D'un côté, il s'agit d'inviter la classe politique au dialogue en vue du référendum et de l'autre, toujours la même exigence, retour à la Constitution de 92 avec d'autres revendications. Pendant ce temps, le dialogue tant attendu est toujours en suspens. Pour évoquer tous ces sujets, je reçois aujourd'hui Laurent Lawson. Vous êtes le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Monsieur Lawson, merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité, Samuel Niaoui. Et en ce début d'année, un mot pour ceux qui vous regardent. Je présente mes voeux à tous les Togolais, sans exception, et au président de la République, son gouvernement, et les chefs des partis politiques et les chefs des associations et tous les Togolais sans exception, les meilleurs vœux de bonne et heureuse année, que l'année 2018 nous apporte de bonnes choses et surtout que nous essayons d'aller à un consensus pour que notre pays puisse démarrer de nouveau. Vous avez l'impression que l'année 2017 n'a pas été cette année? L'année 2017 a été une année vraiment malheureuse pour nous. Ça, il faut le dire parce que au Togo, je dis bien au Togo, on a connu vraiment une situation très malheureuse, de façon que nous avons connu des morts et des marches sur des marches. Et l'économie aussi qui n'a pas du tout marché du tout. Nous avons nos maires, la santé aussi, d'autant plus que quand l'économie ne marche pas, la santé aussi ne marche pas. Donc on a aussi des grèves des enseignants qui affectent aussi que les enfants n'ont pas pu aller à l'école convenablement. Et tout ça ne nous donne pas la chance d'émerger. Donc si nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant aussi comme les autres pays, qu'on soit compté dans les nations émergentes, alors je nous demande de mettre un peu de l'eau dans nos vins, de façon à ce que cette année 2018, qu'on puisse connaître vraiment un démarrage. Nous allons revenir évoquer tout cela lorsque nous parlerons du Togo. Pour l'instant, nous allons commencer avec la Tunisie, comme évoqué. La Tunisie, où on s'en rappelle, en janvier 2011, les Tunisiens étaient des milliers à descendre dans la rue, un seul mot à la bouche, le départ du président d'alors, Zine El Abidine Ben Ali. Et bien quelques semaines après le début des manifestations, le président et son épouse ont plié bagages. Mais 7 ans après, les Tunisiens sont à nouveau dans la rue. Une grogne sociale est née depuis quelques jours parce que les Tunisiens regrettent justement le quotidien devenu très difficile. Est-ce que la révolution tunisienne a été trahie? Avant de vous poser la question, nous allons regarder ce reportage. La rue ne décolère pas à Tebourbar, à l'ouest de Tunis. Un mouvement d'humeur à l'appel de plusieurs organisations de la société civile. À l'origine, la mort lundi d'un homme de 43 ans dans des affrontements avec la police lors d'une protestation contre le chômage, l'inflation et la création de nouvelles taxes et la hausse de prix dans le cadre du budget 2018. Aujourd'hui, les partisans de la campagne Fish Nestan New manifestent pour exprimer leur consternation et pour condamner le meurtre du premier martyr du soulèvement de 2018. La grogne sociale monte en Tunisie depuis des jours contre la hausse de la TVA et des contributions sociales entrées en vigueur au 1er janvier dans le cadre de ce budget. Des troubles sociaux alimentés par des mesures d'austérité
7 ans après la Révolution, pour ces manifestants, pas question d'appliquer la loi de finances 2018. Nos revendications sont les suivantes. Suspendre la loi de finances de 2018, revenir aux prix initiaux des denrées et embaucher une personne de chaque famille pauvre. Ce sont, en bref, nos revendications. Les incidents nocturnes de lundi à mardi ont entraîné l'arrestation d'au moins 44 personnes. Le mois de janvier est traditionnellement marqué par une mobilisation sociale en Tunisie depuis la révolution de 2011 et le contexte est particulièrement tendu cette année à l'approche des premières élections municipales de l'après-révolution, plusieurs fois reportées et prévues en mai prochain. Voilà donc pour la Tunisie, Laurent Lawson. Tout le monde a vu en 2011 les événements qui se sont déroulés en Tunisie. D'ailleurs, c'est la révolution tunisienne qui a contaminé tout le monde arabe. L'Égypte a suivi, la Libye a suivi, c'est parti en Syrie, au Yémen, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez ces Tunisiens à nouveau dans la rue, qu'est-ce que vous ressentez? Une désolation. En toute sincérité, parce qu'il y a de cela 7 ans vraiment, que les Tunisiens ont mené une révolution pour faire partie Ben Ali du pouvoir. Et 7 ans encore, voilà le nouveau régime qui a fait 7 ans. Nous voyons encore la même révolution du peuple tunisien, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. D'autant plus que le chômage ne fait qu'augmenter. La bourse de la ménagère ne fait que chuter de jour en jour. Et aussi, nous voyons que la population est tellement déçue du comportement de ce nouveau gouvernement qui a pris la place de Ben Ali. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent que quelque chose va changer. Et depuis 7 ans, rien n'a changé. Alors, quelque part, c'est pour cela que je dis, est-ce que la révolution est vraiment la solution ? Là, nous allons continuer parce que pour moi, je me pose toujours la question. La révolution d'hier a apporté quelque chose. Mais la révolution d'aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, ne nous amène vraiment pas à un résultat concret. C'est pour cela que, pour nous, au PSDT, et personnellement, je me dis, fini la révolution, mais passons pas d'autres moyens, qui est le moyen le plus propice, c'est-à-dire d'aller aux urnes pour revenir avec un pouvoir. Dans l'esprit de ceux qui font les révolutions, il y a un régime qui est en place. Au lieu de s'occuper du bien de son peuple, le régime s'occupe de lui-même. Et du coup, les gens se disent, il vaut mieux faire partir ce régime-là, ne pas attendre que les élections viennent avant de le faire partir. Justement, nous allons finir par faire partie des régimes, pas faire partie des régimes, pas faire partie des... C'est ça le problème. Parce que, est-ce que ceux qui prennent le pouvoir, pas la révolution, d'abord, ce n'est pas préparé. Ouais. C'est-à-dire, c'est spontané, ce ne sont pas des gens préparés qui savent pourquoi, qui n'ont pas de programme concret pour proposer au peuple. Donc, quand on prend le pouvoir comme ça, ça devient tout un problème. Alors, pour moi, je dis, même 7 ans quand même de Ben Ali, ça suffit au moins pour redresser la pente. Pourquoi? On peut dire 3 ans de cafouillage, parce qu'on est venu, on a pris un pouvoir brusquement, et puis bon, voilà. On peut perdre 3 ans. Mais 4e année, 5e année, on peut démarrer quelque chose. Alors, si déjà l'échec de la Tunisie nous montre que, sincèrement, prendre le pouvoir par les rues, sans être préparé, n'est pas une bonne chose. Oui, mais là, parce que finalement, on finira toujours par avoir, pas vivre la même situation. C'est là le problème de Tunisie aujourd'hui. Le régime qui est là en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi, il a gagné des élections. Après la révolution, il y a eu une période de transition. Et puis lui, il a eu un programme à présenter aux populations qui ont voté pour lui et il a été élu président. Donc, il a fait des promesses et le peuple voit que finalement, il ne réalise pas ces promesses-là. Alors, c'est quoi le problème? Parce qu'il y a eu révolution et ce régime est venu, ou bien ce régime n'était pas préparé à diriger la Tunisie? Ce régime n'était pas préparé à diriger la Tunisie. Parce que déjà, je disais tout à l'heure que 3 ans même de cafouillage, les 3 ans suffisent quand même pour un bon démarrage, pour conduire un pays
à un bon port. Mais si nous voyons aujourd'hui que le même problème se pose en Tunisie, le problème de 2011 se pose encore aujourd'hui en 2018, donc cela veut dire que sincèrement on n'est toujours pas prêt. Malgré qu'on est venu avec un programme, là je dis souvent aussi, prendre le pouvoir pour le pouvoir ne peut jamais satisfaire une population. D'abord, il faut prendre le pouvoir par une conscience. Sois conscient avant de prendre un pouvoir, avant d'arriver voilà, au pouvoir, sur la chose publique. Mais quand on n'est pas prêt, consciencieusement, je ne pense que ce n'est pas une obligation de prendre le pouvoir. Parce que la vie des millions de personnes en dépend. Oui, c'est ça le problème. Pour le peuple qui mène sa révolution, quelle serait la solution quand, par exemple, le peuple fait face à un régime qui ne s'occupe pas de ses intérêts? Quelle serait la solution? Le peuple voit que le meilleur moyen, c'est de se débarrasser. Non, le peuple va mener la révolution, ça c'est clair. Maintenant, c'est ceux qui prennent le devant après la réussite de cette révolution, c'est ceux-là qui constituent le problème. Voilà. Si nous prenons par exemple un peuple qui mène une révolution dans les rues, la question est de savoir à qui on fait cette révolution. À qui? Parce que la personne qui vient prendre le pouvoir n'était pas préparée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'es pas préparé avant de prendre un pouvoir. Donc, quelque part, il aura toujours un problème. Maintenant, le peuple se défend vraiment pour arriver à un but. Maintenant, c'est nous les dirigeants, ceux qui prennent maintenant le pouvoir, la responsabilité. Le problème maintenant, c'est eux. Ce n'est pas la révolution organisée. Maintenant, c'est les dirigeants, c'est ceux qui ont pris le pouvoir. Quand nous voyons dans toute l'Afrique presque, avec les révolutions, la suite n'est toujours pas bonne. Parce que, qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui sont partis par la révolution veulent aussi revenir par la révolution. Voilà le problème. Consciencieusement, on n'arrive pas à dire, c'est-à-dire on ne fait plus l'autocritique pour dire pourquoi je suis parti, pourquoi on m'a fait partie. On m'a fait partie pour une raison. Alors, si je peux connaître la raison, je me prépare. Si je veux revenir, non pas encore par la révolution, mais je veux revenir maintenant avec une conscience de pouvoir gouverner et amener ce peuple à un bon port. Mais la situation des pays révolutionnaires sont vraiment critiques. Leur situation n'arrive jamais à trouver une solution adéquate. C'est très important. C'est pour cela que nous proposons toujours, quelle qu'en soit la situation en Tunisie, il faut que les Tunisiens s'asseyent et revoient la situation tunisienne pour trouver une solution adéquate pour l'avenir des enfants de ce pays. Mais là, ce discours, ça va être très difficile de le faire passer auprès des populations. Les populations attendent des résultats concrets, justement. Oui. Ça peut être difficile, mais il faut quand même... Demander à ces populations, patienter, que les politiciens se retrouvent entre eux pour discuter de l'avenir de la nation, ça va être difficile. Les gens... Non, mais il faut aussi mettre... Il faut aussi... de l'emploi, ils veulent que les gens puissent manger au quotidien. Mais voilà, justement, nous avons la preuve. Il n'y a pas de travail. Ce que les Tunisiens espéraient, c'était pas ça. Oui. Voilà, la solution elle est là. Mais c'est mieux de se retrouver et de chercher la solution. Même la rue doit faire partie de la solution. La rue doit faire partie de la solution. Pas seulement les politiques, pas seulement les décideurs. Il faut aussi que la rue fasse partie de la négociation, c'est-à-dire la recherche de la solution. C'est ça. Parce qu'ils ont des choses à proposer, ils ont des idées, ils ont leurs problèmes. Voilà. Nous pensons que nous avons des problèmes pour la rue. Nous n'avons pas de problème. Les problèmes, c'est-à-dire les solutions, on n'a pas les solutions. C'est ceux qui ont des problèmes qui doivent aussi, on doit les faire participer et ils viendront avec leurs problèmes. Comment tu peux résoudre un problème à quelqu'un que tu ne connais pas son problème? Et nous pensons que c'est ce que nous avançons en tant que politique qui est le vrai problème du citoyen. Maintenant, après, c'est encore la faute
à ces mêmes populations qui ont réussi à chasser quelqu'un parce que la personne ne répondait pas à leurs aspirations et qui vont à des élections, qui votent pour une autre personne qui leur a présenté un programme qu'elles ont jugé bonne et qui après c'est parce qu'ils ont cru. Ils croient à ce dernier. C'est là le problème. Là, il y a un penseur qui a dit que le peuple, c'est la majorité vile. Bien sûr, je suis pour. Maintenant, il y a la vérité politique qui joue le rôle en ce temps-là. Alors, celui qui a été élu... Les politiciens eux-mêmes ne disent pas la vérité aux populations, c'est ça? Oui. Vous êtes politicien. Mais la politique, c'est la vérité. Mais maintenant, quitte à ce que le politicien ne dit pas la vérité, ça c'est autre chose. Voilà. Parce que dans cette situation, là, le politicien n'a pas dit la vérité. Mais la politique elle-même, sinon le mot politique même, c'est la vérité. Et voilà. Il y a une définition de la politique qui dit que c'est l'art du mensonge. Non. Ceux qui disent que c'est l'art du mensonge, bon, c'est leur façon de voir la chose. Parce que quand vous proposez quelque chose à quelqu'un et que vous réalisez, c'est bien. Mais si vous n'arrivez pas à réaliser, expliquez à la personne le pourquoi, la raison pour laquelle vous n'avez pas pu réaliser la promesse. Oui. Alors là, ce n'est plus un mensonge. Ce n'est plus un mensonge. Je peux croire à quelque chose, mais peut-être j'ai mal vu. Ça, c'est différent. Mais est-ce que les hommes politiques que nous sommes, est-ce que nous arrivons vraiment à dire ça à nos populations? Est-ce qu'on arrive à rendre compte à la population pour dire pourquoi nous avons échoué? Pourquoi on n'a pas pu faire cela, pu faire cela? Là, en ce temps, le peuple nous traite de menteurs. Voilà, là on peut, quand ils disent que la politique c'est l'art de mentir, quelque part ils ont raison. Alors, mais la politique c'est la vérité. Quand même, quand on observe tout cela, est-ce qu'on n'est pas tenté de se dire, être dans l'opposition et critiquer le parti au pouvoir, c'est très aisé, mais finalement quand on devient président, l'art devient plus difficile? Oui, quand on est dans l'opposition, c'est très facile de critiquer. C'est très facile d'être dans l'opposition. Parce qu'on regarde l'autre faire des erreurs et on critique. Et là, quand on a la responsabilité soi-même de trouver des solutions à des problèmes, et ça devient un casse-tête. Oui, c'est facile d'être dans l'opposition. Et quand on est dans l'opposition, on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand on arrive au pouvoir, c'est là où on voit que la chose elle est difficile. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que la bonne chose à faire, c'est d'expliquer à la population, quand tu arrives maintenant au pouvoir, les difficultés. Il faut de temps en temps aller vers la population, communiquer avec ta population et dire à la population là où se trouvent les difficultés. Et c'est comme ça qu'on peut préparer aussi une population. La population africaine n'est jamais préparée. C'est ça le problème. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer à la population les problèmes que le gouvernant rencontre dans son travail. On pense que si on va raconter nos problèmes, c'est comme, bon, on n'est pas un bon président, ou bien, bon, c'est comme si je me mets au même niveau que la population. Or, tu n'es pas plus élevé que la population. C'est ça ce que nous oublions. Nous voulons toujours être au-dessus de la population, dans nos sociétés, dans nos établissements, dans nos maisons. Une fois qu'on est chef, on pense que nous sommes là pour que le chef, pour que les autres nous servent, sans savoir que nous sommes là pour servir plutôt ceux-là qui nous ont élus, ceux-là qui sont nos proches. C'est difficile. Quand on regarde un peu, parce que je l'ai dit en introduction, c'est la révolution tunisienne qui a contaminé la plupart des pays, tout autour, l'Égypte, etc. Mais quand on regarde, on a l'impression que ceux qu'on a chassés sont un peu plus meilleurs que ceux qui sont venus les remplacer. Je peux nous dire oui. Je peux nous dire oui, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, nous les politiques qui remplaçons vraiment ceux qui... La question est de savoir si vraiment nous sommes venus pour remplir une mission ou nous sommes venus plutôt... Pour vous remplir les poches. Voilà. Mais attention, ce qui se passe souvent aussi dans notre système politique ici, c'est que nous ne cherchons pas à continuer le travail que l'autre a entamé. On veut une rupture. Voilà, une rupture totale de ce que l'autre a entamé. Il n'y a pas de continuité. Et voilà, pas de continuité. Et quand il n'y a pas de continuité, il y a échec. On ne finit pas ce que l'autre a entamé, on balaie du revers de la main pour dire que ce programme ne m'intéresse pas. Et c'est ça qui fait que nous n'avançons pas. C'est peut-être le cas en Tunisie, puisque les gens sont allés chasser Ben Ali en disant que c'était un dictateur, qu'il a mal dirigé le pays. Et donc celui qui est venu à la suite a pu se dire,
Ben, je vais balayer tout ce qui était de Ben Ali. De Ben Ali, et je veux remettre quelque chose de nouveau sur le tapis. Il y a de bonnes choses aussi que Ben Ali a réalisées. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela que je dis la révolution des rues, pour moi, aujourd'hui, en 2018, c'est-à-dire l'an 2000 et autres, on doit quand même repenser cela. Parce que nous pensons que c'est celui-là qui est toujours au pouvoir, c'est lui qui fait mal. Ou bien c'est lui qui conduit mal. C'est vrai, tout homme est faillible. Mais quelque part, il va falloir qu'on essaie de rééduquer aussi, qu'on éduque aussi la population. La population qui n'est pas éduquée, voilà ce qui se passe. Puisque les pays où la population est éduquée, en politique, sont déjà avertis. Ça, c'est dans les pays développés. En Afrique, généralement, l'éducation politique de la population n'est pas la priorité des politiciens. Mais justement, c'est ça notre problème. Parce que combien sont éduqués en politique dans notre pays? Est-ce que les politiciens eux-mêmes, ceux-là qui ont des partis politiques, est-ce qu'eux-mêmes ils sont éduqués politiquement? Je ne veux pas... Ils dirigent les partis politiques peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont créé leur formation politique, ça devient un bien pour eux. C'est vrai, ça il faut le dire, puisque tu le dis, bon, j'atteste, sinon c'est pas moi de le dire, mais toutefois, il faut quand même recevoir un tout petit peu, un peu de formation politique. Même si tu ne l'as pas reçu ça depuis l'école, mais quand tu arrives, tu sors comme un politique brusquement, parce que tu as les moyens, là, va te faire former. Parce qu'il y a le système quand même que les pays développés, les systèmes qu'ils ont pratiqués pour arriver à ce niveau, pour encore développer leur pays, c'est facile à apprendre. C'est facile à apprendre. Mais quand on ne fait pas ça, on pense que bon, c'est seulement nos propres idées qui vont nous amener à diriger un pays. C'est là où il y a échec. Prenons la France. Tous les hommes politiques français reçoivent... D'abord, ils commencent tôt. La politique. Il y a des gens qui sont en politique déjà à 23 ans, 25 ans, sur les bancs d'école, arrivés à l'université, ils sont des politiques, des hommes politiques. Même à cet âge, il y en a qui n'ont même pas encore le bac. Justement. Je donne des exemples toujours, les gens le disent, là où je vis, en Suède, déjà à 15 ans, l'enfant est appelé à rentrer dans un parti politique. À 15 ans. À 15 ans. Et déjà à 18 ans, tu occupes des postes de responsabilité dans le parti et aussi dans les commissions des institutions locales comme régionales comme nationales. Tu as 21 ans, tu l'es. Et tu es sur les bancs d'école. Tu quittes l'école le soir, tu vas à la réunion de la commission communale ou régionale ou nationale. Est-ce que vous voyez? Donc déjà l'enfant est préparé à un niveau, 2 ans ou 3 ans, 4 ans déjà, il devient un bon... Il est aguerri. Voilà. Et voilà. C'est pour ça qu'on peut avoir ce jeune de 31 ans qui est le nouveau Premier ministre autrichien, me semble-t-il. Bien sûr. Voilà un exemple typique. Est-ce que vous voyez? Alors donc quelque part chez nous, on vieillit d'abord, et puis bon, soit on est contre quelqu'un, soit on a les moyens, soit on veut devenir président, et on se lance en politique, et c'est tout un problème. C'est pas seulement notre pays, hein, je parle de la situation en Afrique. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut que les Tunisiens fassent une nouvelle révolution? Oui, bon, il faut que cette révolution... constate l'aveu d'échec de ce régime qui est là. Faut-il encore chasser ce régime? Et alors, si on chasse et un autre régime vient, c'est la même chose, on va encore chasser. Alors, donc, c'est pour cela que moi, je propose plutôt à ce que les Tunisiens se retrouvent, ceux qui sont dans les rues, qu'ils comprennent la situation, aussi qu'on les invite à participer, on les doit d'abord à un débat national, que les gens se prononcent. Et que le gouvernement aujourd'hui aussi se prononce. Dit le problème, raconter les problèmes. Parce que peut-être il y a un problème quelque part qui fait que lui, il ne peut pas bouger. C'est-à-dire que son gouvernement ne répond pas à leurs exigences. Mais est-ce qu'il a l'habitude de leur dire cela? Est-ce qu'il informe la population? Est-ce que le peuple sait ce qui se passe? Alors, si au moins dans une réunion ou bien dans une conférence de 2 ou de 3 jours, qu'on invite la population, à qui on arrive à échanger avec cette population et voir comment est-ce qu'on peut repartir de nouveau,
là, je pense que c'est le... Ou sinon, aller à une autre élection, et celui qui veut prendre le pouvoir, c'est ce qu'il attend. Au même moment, est-ce que le peuple n'en attend pas trop des dirigeants? Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on attend trop des gouvernants. Ça, il faut dire la vérité. Mais ce qui fait qu'on attend, bon, même dans les pays développés, c'est la même chose. Hein? On vit les mêmes problèmes. Hein? On vit les mêmes problèmes. Alors, je pense que c'est l'évolution du monde qui fait que tout le monde attend plus. Plus et plus et plus. Alors, je ne sais pas si on aura encore des gouvernants demain. Sinon, tout le monde va commencer par avoir peur de ne pas aller en politique, de ne pas chercher à diriger. Mais est-ce que ça peut se passer aussi? Pourquoi même qu'on réussit dans les pays où il y a les moyens, les possibilités, il y a toujours de protestations, il y a toujours de demandes. Alors là, quelque part, je pense que c'est l'homme aussi qui est le problème. Insatiable, voilà. Qui a trop d'exigences. Il y a trop d'exigences, on veut avoir un peu plus, même pas un peu plus, on va plus que plus. À côté, il y a aussi certains pays où le minimum vital n'est même pas assuré. Oui, là c'est un sérieux problème. Si nous prenons par exemple, je ne sais pas, en Tunisie, je sais qu'il y a le minimum vital qui n'est pas assuré. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'on les voit peut-être supérieurs à nous que c'est faux. Il faut aller en Tunisie pour voir ce qui se passe. Alors, maintenant, quand on vient maintenant chez nous, c'est là où on sait que vraiment il y a un sérieux problème. Et quand c'est comme ça, la rue grogne. Ça, il faut dire la vérité. Quand il y a famine, la rue grogne. Donc, quelque part, les choses ne sont pas les mêmes. La situation n'est pas... Les situations ne sont pas les mêmes. Bon, maintenant, il faut que chaque pays regarde sa situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on peut faire de façon à résoudre ce problème? Le problème togolais peut trouver une solution. Si vraiment on a la volonté de trouver la solution. Et parler avec le peuple, dire au peuple, faire vraiment une vraie promesse au peuple, mais respecter les promesses. Quand la promesse elle est difficile à respecter, essaie de revenir en arrière et informer encore son peuple. Je pense qu'on peut trouver toujours de moyens. Moi je dis, il n'y a pas l'impossible. Il n'y a pas l'impossible. Tu peux transformer l'impossible en possibilité. Voilà. Nous allons passer à présent au second pays, c'est le Bénin, pays voisin du Togo, qui, le 28 décembre dernier, le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale un projet de loi interdisant la grève à certains fonctionnaires, ceux du secteur de la santé, les magistrats et les policiers. Alors, les syndicats se sont dressés contre cette mesure qui est en train d'être qualifiée d'antidémocratique. Nous allons encore regarder l'illustration visuelle et sonore dans cet élément. Rien ne va plus entre certains syndicats et le gouvernement béninois. La pomme de discorde, un projet de loi voté par l'Assemblée nationale le 28 décembre dernier, interdisant le droit de grève à certains secteurs d'activité. Dans la ligne de mire des autorités béninoises, les magistrats, le personnel de la santé et les forces de sécurité accusés d'abuser du droit de grève, privant ainsi la population de la jouissance des prestations. Dès l'adoption du projet, les syndicats des secteurs concernés, surtout ceux de la justice et de la santé, se sont mobilisés pour dénoncer une loi qu'ils jugent liberticide. Si moi je suis arrivé ici ce matin, c'est surtout pour les questions de liberté. On ne peut pas accepter dans ce pays que les libertés soient mises sous le fer. On ne peut pas priver les gens de la liberté fondamentale. La fille de vérité est interdire. Il est interdit d'interdire. On peut encadrer, mais on ne peut jamais interdire. L'indignation des travailleurs béninois va au-delà de la loi elle-même. C'est en général à toute la politique du président Talon que les travailleurs béninois s'attaquent désormais. Le président Talon, depuis qu'il est arrivé, il n'a respecté aucun engagement des travailleurs. Et ce faisant, est-ce que vous allez dire que c'est quelqu'un qui manipule les travailleurs? C'est lui-même qui manipule les travailleurs et les travailleurs sont obligés de se faire passer. Aucun président ne peut vouloir faire compétition avec son peuple. Nous demandons simplement que le président Talon écoute son peuple. De leur côté, les autorités disent en remettre à la Cour constitutionnelle qui devra se prononcer très prochainement sur la régularité de la loi. Tu Bénin avec
ce projet de loi du gouvernement interdisant la grève aux agents de la santé, de la sécurité et les magistrats. L'argument du gouvernement, c'est que ces fonctionnaires abusent de la grève et privent du coup les populations qui doivent attendre des services, les privent de ces services-là. Première question, quand vous regardez des choses comme ça, est-ce que là où vous vivez habituellement en Suède, il est possible d'interdire, est-ce qu'on manifeste beaucoup, il est possible d'interdire la grève? Il est impossible d'interdire la grève. Ça, bon, je ne sais pas pourquoi le Bénin, un pays modèle, en démocratie, que tout le monde pointe du doigt, peut arriver à ce niveau. Je regrette. On ne peut pas interdire le droit de grève. C'est constitutionnel. Bien. La question que vous m'avez posée, je peux vous dire qu'en Suède, la grève est autorisée, mais on ne fait pas la grève. On ne fait pas la grève. On ne fait pas la grève. On peut faire une protestation. Et quand vous voyez les gens protester, peut-être vous allez trouver 10 ou 15 ou 20 personnes avec pancarte, rester devant peut-être l'immeuble, le meuble parlementaire, et puis bon, voilà, devant le Parlement. Et après quelques minutes, ils se dispersent. Voilà. Mais la façon dont nous faisons la grève en Afrique ou bien en France, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Tu as le droit de grève. Mais quand nous prenons par exemple les salaires sont négociés. Est-ce que vous voyez? Donc le syndicat est là, et tu es là, et le patron est là, et vous négociez le salaire. Et une fois que tu négocies ton salaire, et on te dit, bon, si c'est chaque année, tu as une augmentation de tel pourcentage, et tu signes, bon, tu as droit de grève, tu as droit d'aller faire la grève, et puis bon, tu as ton salaire maintenant. C'est à toi de choisir. Et en plus, tout le monde est presque syndiqué dans ce pays. Voilà. Donc tout le monde connaît son droit. Alors, bon. Ce qui fait que la grève, de cette façon que nous avons l'habitude de vivre, au Togo, en Afrique comme en France, qui est notre exemple, cela ne se passe pas ainsi en Suède. Donc, maintenant, quitte à ce que on limite peut-être le système de grève des fonctionnaires, des hommes de la santé, les magistrats, autres. Là, je pense que c'est vrai. Et quand ils font ces genres de grève, ils bloquent le fonctionnement de leur département. Par exemple, un médecin ou bien les médecins qui font des grèves et ils ferment. Alors là, c'est mauvais. Sincèrement, il faut dire la vérité. Justement, c'est sur ça que le gouvernement béninois s'est basé pour faire adopter le projet. Mais le gouvernement ne peut pas interdire la grève. Oui, ce qu'ils ont dit, c'est que le Bénin vient de sortir d'une grève des agents de la santé où il y a même, au Bénin, c'est des CNHU qui n'ont pas du tout fonctionné. Des malades sont venus, n'ont pas trouvé de personnel pour les accueillir. C'est là où on n'a pas de système de grève. Et là, je dis quelque part que les syndicats n'ont pas bien fonctionné. Mais quand même, c'est pas bon. Le service minimum doit être assuré. Oui, le service minimum doit être assuré. C'est ça le problème. Ils doivent assurer le service minimum, sinon maximum. Voilà. Un groupe peut quand même mener la grève au nom des autres. C'est comme ça ça dit, comment vous voulez faire eux, ils ressentent, c'est dire que tant que le service est assuré, le gouvernement ne va pas sentir qu'il y a grève. Là, je suis aussi d'accord, parce que ça se passe vraiment. C'est là où nos gouvernants doivent écouter la société civile. Il y a problème. Il faut chercher des solutions. Et non chercher à ce que les solutions, c'est-à-dire les problèmes s'empirent. Ce n'est pas bon. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. C'est mauvais. C'est mauvais. On écoute quand même sa population. Quand je prends, par exemple, on a parlé, tu m'as posé la question sur la Suède, ça veut dire que quand il y a grève, mais les ministres, tout le monde s'en occupe. Et on cherche des solutions. On a toujours cherché des solutions. C'est ce que j'ai toujours dit au Togo. Moi, c'est ce que j'ai appris. Négocier, dialoguer, chercher de consensus. Il y a toujours, s'il y a la volonté, si l'État a la bonne volonté de vouloir vraiment trouver une solution à son peuple, alors là, je ne vois pas pourquoi on ne va pas trouver. Et maintenant, quand vous ne trouvez pas de solution, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où l'homme que nous sommes, nous voulons aller plus loin
et on ferme, on met la clé dans nos services et puis on sort, on est dehors, sinon on reste à la maison. Mais quelque part, c'est aussi mauvais. Je pense que nous avons tous tort. Nous avons tous tort. Bien sûr que tu as le droit de grève, mais il faut aussi penser à ton devoir. Tu dois remplir des devoirs. Tu as prêté un serment pour quelque chose. Même à la grève, il faut comprendre, c'est les conditions de vie. Par exemple, les médecins estiment que les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession ne sont pas des conditions optimales. La même chose pour les magistrats. Au niveau des agents de la sécurité, au Bénin, c'est la même chose parce que chez nous, au Togo, les agents de la sécurité n'ont pas le droit de grève, etc. Et donc, pour faire améliorer ces conditions, sont obligés d'y aller de la manière forte. Je suis d'accord. Mais au même moment, je dis, on peut quand même le faire d'une façon à ce que ça ne... ça n'empiète pas sur le fonctionnement, du service. Mais vous savez, nos gouvernants ici ne comprennent parfois que le langage de la force. C'est là où je suis aussi d'accord avec que nous sommes tous en faute, et surtout nos gouvernants. C'est ce que je disais, il faut qu'ils écoutent la société civile, il faut qu'ils écoutent les gens, parce qu'ils ne veulent pas écouter. On pense que quand on est gouvernant, quand on est président de la République, quand on est ministre, on a toute possibilité de faire tout ce qu'on veut. C'est ça ce qui est mauvais. Et puis, on pense aussi que punir l'autre, ça fait plaisir à nos gouvernants. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils arrêtent. Non, je suis pour, je suis pour la grève. Et je suis d'accord. Et je ne suis pas pour qu'on interdise la grève. Je suis un syndicaliste aussi. Je pense que c'est une obligation. Et puis c'est constitutionnel. On n'a pas le droit de le faire. Tu ne peux pas ôter le droit à ton prochain. C'est son droit le plus absolu de manifester quand il n'est pas content. Ça, c'est normal. Mais quitte à ce que maintenant nous disons, manifestons, mais manifestons d'une façon à ne pas piétiner l'autre. Parce que l'autre qui est malade et qui vient et qui ne trouve pas de médecin, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir des dommages. Il peut y avoir des dommages. Ou bien, bon, la personne trépasse. Et c'est fini, tout simplement. Maintenant, la faute est à qui? La faute est à partager. Parce que tu as prêté serment. Tu vas respecter ce serment. C'est ton devoir. Maintenant, l'État qui ne respecte pas maintenant aussi le pourquoi il est là et qui fait à sa tête est le premier responsable. Ça, c'est ça. Mais ce qui est gâté, déjà gâté. Alors, justement, les syndicats du Bénin, ils disent que tout ce qu'ils ont obtenu comme avancée, c'est par la grève. Alors, ça veut dire, est-ce qu'il n'y a que la grève qui est le seul moyen d'expression des travailleurs en Afrique? C'est ça. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. D'autant plus on ne veut pas écouter les revendications. On ne veut pas satisfaire. Mais sans oublier que l'autre aussi doit manger à la maison avec sa femme et ses enfants. Les enfants sont malades, on va à l'hôpital. Dans un pays où la santé n'est pas gratuite, dans un pays où l'enseignement, je dis l'enseignement, non l'école, l'enseignement n'est pas gratuit. Et le gars, il gagne peut-être 25, 45 000, 55 000, 60 000, 70 000, et il va payer les collèges. L'enfant est malade, il va aller soigner l'enfant. Lui-même, il est malade, il va se faire soigner. Et il paye le transport pour aller au bureau, il revient. Mais au même moment, des gens gagnent combien? Des millions à la fin du mois? À ne rien faire. À ne rien faire, bien sûr, à ne rien faire. Parce que c'est les autres qui font le travail et eux, ils corrigent. Alors, c'est dommage. C'est-à-dire que nous avons une situation terrible en Afrique. Et surtout quand il s'agit du pouvoir. Quand nous avons le pouvoir, nous pensons que c'est fini, le monde s'arrête là et on oublie les autres. Mais quelque part, je reviens à le dire, le Bénin ne peut vraiment pas arrêter le droit de grève. Ça, c'est contre la constitution béninoise, ça c'est vrai. Et aussi, en dehors de la constitution béninoise, ça va contre le droit de l'homme. Parce que quand je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content, je dois protester. Alors, on ne peut pas quand même me taper, me dire de ne pas pleurer. Voilà. Là, quelque part, je pense qu'il faut qu'il trouve une solution. Ce n'est pas seulement le Bénin, c'est tous les pays d'Afrique. Considérons le peuple. Considérons nos citoyens. Quand nous sommes au pouvoir, mettons nos citoyens au milieu de nos préoccupations de chaque jour. De chaque jour. Tout ce que nous faisons, c'est de penser à notre
peuple, à nos citoyens. Alors, je l'ai dit, le Bénin est quand même considéré comme une grande démocratie en Afrique. En faisant ce projet de loi, le gouvernement est quand même conscient que l'article 31 de la Constitution béninoise dit que le droit de grève est un droit reconnu pour tout travailleur au Bénin. Alors, malgré l'existence de ce texte dans la Constitution, le gouvernement est allé quand même avec ce projet de loi. Et l'Assemblée nationale du Bénin l'a adopté. Maintenant, on jette la balle vers la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur la régularité du texte. Est-ce que vous faites confiance à cette institution qu'elle pourra dire non, ce projet est anticonstitutionnel? Je veux d'abord avoir confiance à la Cour constitutionnelle béninoise. Je veux. Et quitte à ce qui me montre qui ne sont pas non plus corrects dans leur travail. Parce que, en regardant vraiment les choses, sincèrement, ce n'est pas, c'est pas bien. Ils ne doivent pas le faire. Pourquoi non? Pourquoi ils ont pris certains secteurs, les 3 secteurs-là, santé, sécurité et justice? Pourquoi pas à tout le monde? À tous les services? Parce que les services sont entremêlés. Donc, il fallait plutôt dire, nous arrêtons le droit de grève à tous les fonctionnaires du Bénin. Ça va être terrible, ça. Ah, mais, non, mais il ne faut pas faire 2 poids, 2 mesures. Bon, peut-être le gouvernement estime que la santé, par exemple, c'est un secteur vital. Ah, la douane n'est pas un secteur vital pour la santé? Quand les produits viennent, ça passe par où? Ça passe par la douane. Donc, quelque part, la douane aussi fait partie de la vie du pays. Et l'économie aussi du pays. Quand il n'y a pas d'économie, donc il n'y a pas la santé. Quand il n'y a pas d'économie, donc il n'y a pas la sécurité, ni la justice. Alors, quelque part, je pense que tout va de pair. Donc, c'est pour cela que si, au lieu de dire que les 3 secteurs-là sont des secteurs importants, tous les secteurs sont importants dans la vie d'une nation. Donc, on n'a pas à refuser le droit de grève à certains et maintenant donner le droit de grève à d'autres. Quand tout le monde va commencer à mener la grève, là on trouvera que bon, il faut encore faire quoi? Il faut aussi interdire le droit de grève aux autres aussi. Mais quelque part, je pense et je crois que la Cour constitutionnelle du Bénin va trouver vraiment une solution pour arrêter ça. Sinon, je pense que quelque chose va se passer dans ce pays. Je connais le Béninois. Oui, nous connaissons le Bénin, nous connaissons le Béninois. Alors là, il faut que le président Talon trouve une solution rapidement pour régler ce problème. Sinon, justement, c'est pas bon. Parlant du président Talon, on l'a écouté dans le reportage qu'on a regardé tout à l'heure. Pour certains de ceux qui ont manifesté, c'est toute la gestion même de Patrick Talon qui est en problème. Il est venu au pouvoir en 2016. Les Béninois ont l'impression que toutes les promesses qu'il leur a faites et pour venir au pouvoir, il n'est pas en train de tenir ses promesses. C'est une très bonne chose d'avoir une possibilité et de payer qu'on écrive un programme de société et qu'on dit qu'on veut mener un programme de société. Le président Talon n'a jamais été homme politique en tant que tel. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Mais au même moment, je fais la politique. Et j'ai appris à faire la politique. Mais Talon, on sait qu'il était un faiseur de roi. Si Yahi Boni est venu au pouvoir, c'est grâce en partie à Talon aussi. Oui, mais ça, c'est pas politique, tu vois. C'est l'argent. L'argent n'est pas politique. L'argent, c'est pas politique. Tu l'as dit tout au début. Parce qu'on a de l'argent, on crée un parti politique et on veut gouverner. Non. L'argent n'est pas politique. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas faire la politique. La politique, c'est une conscience. Mais alors, est-ce que les populations se trompent quand elles se disent, par exemple, qu'il est un homme d'affaires à succès, il a réussi, il est multimilliardaire, il peut conduire le Bénin? Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas parce que tu réussis en affaires que tu vas réussir en politique. Ah mais non. C'est quand même la gestion des hommes aussi. Les affaires, c'était la gestion d'un personnel. Les affaires, c'était la gestion des personnels à qui tu payes et que tu prends des décisions sur ces personnes-là. Un pays, non, tu ne payes pas tout le monde. Hein. Et c'est plutôt les gens qui rendent service pour toi. Oui, le voilà. président l'a appelé. Voilà. Et en plus,
ce sont les impôts du pays qui te payent le salaire. Alors donc, quelque part, il y a une grande différence entre être un homme d'affaires et avoir de l'argent et devenir chef d'État ou président de la République, ou être la même chose quand c'est des banquiers qui deviennent, je dis quelque part, tout ça là, voilà, dans des vrais... faire des profits pour banque. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on peut être un bon président de la République. Finalement, d'abord, il y a une conscience... Qui est un bon président de la République? Non, parce qu'on ne peut pas aussi être un politicien né. Non, on ne peut pas être un politicien né, mais on apprend la politique. On apprend, ce n'est pas seulement 1 + 1 = 2. La psychologie, voir la personne, savoir parler avec la personne, recevoir la personne, savoir donner à la personne ce que la personne a besoin, ce dont les gens ont besoin. Quand une population grogne, une population est dans les rues, savoir l'appeler, savoir l'approcher. La dernière fois, j'ai été agressé à la radio Victoire, mais quand je suis sorti, il commençait par crier, je lui ai dit, mais venez, nous allons discuter. C'est plus intéressant de faire ce que vous faites là. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, le mieux c'est de m'approcher et puis on s'explique. C'est inutile de faire ça. Et il y en a certains déjà qui me disent, ah oui, c'est vrai, on veut comprendre ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit pour nous, c'est comme si tu nous as offensés. Je ne voudrais pas offenser. Il y a la libre expression quand même. Mais ce que j'ai dit, c'est possible que tout le monde ne puisse comprendre. Ce n'est pas obligatoire. On comprend les choses d'une autre façon. Et en plus, les langues ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai parlé mon mina. Mais si ce que j'ai dit, tu n'as pas bien compris, pose-moi la question. Inutile de venir me lyncher. Alors, vous voyez, mais quand je les ai approchés, mais certains ont déjà baissé leur cri de nervosité. Jusqu'à ce que moi je ne quitte. Et après, paraît-il que d'autres étaient là, et d'autres sont arrivés en plus. Et il y a eu de sérieux problèmes là où les directeurs et puis tous les journalistes sont sortis pour se plaindre. Mais ça a été tout un problème. Mais alors, si c'est comme ça là, je pense qu'il serait difficile de faire la politique au Togo, il serait difficile de faire la politique en Afrique, il serait difficile de dire la vérité en Afrique, parce que c'est pour cela que quand on nous dit que la politique est un jeu de mensonges, je dis quelque part, la population même amène les hommes politiques à mentir. Parce que tu es obligé de passer à côté de la vérité pour plaire le public, sachant bien que tu es en train de le tromper. Alors, on va marquer la pause. On a fait le tour des 2 sujets en page internationale. On va marquer maintenant la pause pendant 10 minutes pour regarder le journal. Et nous allons revenir en seconde partie pour parler du Togo, du dialogue en suspens pendant que pouvoir et opposition sont dans la rue.